Et j'appelle le plateau suivant, être toujours Charlie dans les services publics, Bernard Ravet, Frédéric Calandra et Gilles Clavreul. Je vais donner vos livres, dans le cas de Bernard Ravet, que j'ai lu, principal de collège et non imam de la République. Et je crois que vous aviez choisi clairement le premier. Frédéric Calandra, vous êtes maire du 20e arrondissement de Paris. Et Gilles Clavreul, vous êtes l'ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais une mission sur la laïcité. Peut-être qu'on pourrait commencer par vous, Bernard Ravet. Votre livre a beaucoup de succès parce que vous dévoilez des choses que beaucoup d'enseignants savent, mais que peu d'entre eux ont l'occasion d'écrire. Est-ce que c'est parce que vous avez pris votre retraite que vous en êtes capable aujourd'hui? Je pense que vous avez donné la solution. Effectivement, j'avais besoin d'être sorti du système pour pouvoir dire des choses. Et se dire des choses, je pense que dans l'éducation, Je suis Charlie a montré que le fait que des élèves refusent de le dire, on ne pouvait plus cacher, on ne pouvait plus être sous cette loi de l'omerta qui fait que des élèves de toute bonne foi, de bons élèves, des élèves qu'on aime bien, à un moment se trouvent dans un dilemme et se trouvent dans l'obligation de dire « Non, madame, je ne suis pas d'accord parce que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. » Et depuis 1905, on n'était pas prêt à ça. Pourtant, il y a des politiques dans la salle. Pourtant, en 2004, un rapport, le rapport Aubin, qui cite un certain nombre de choses que je vis dans un de mes collèges de Marseille, nous met dans cette triste réalité. Dans ce rapport, si on le reprend, et ce rapport a été un peu le fait que mon livre est né, je parle de cette mosquée qui vient d'être fermée il y a 15 jours à Marseille. Cette mosquée salafiste, finalement, pas beaucoup d'importance, que 13 ans. Mais pour moi, mon drame, et être Charlie, être là, et dire devant vous, mon drame c'est quoi? C'est pendant 13 ans, de l'aide aux devoirs ont été faits par des associations filiales de cette mosquée. Des élèves, le mercredi après-midi, dans ce que j'appellerais un catéchisme, sont victimes d'un endoctrinement depuis l'âge de 5 ans. Et si on dit que ça se passe dans un pays à l'autre bout du monde, dans une dictature, on le dénoncera, on marchera, on signera des pétitions. Là, la loi de l'omerta, on ne dit rien. Surtout, on ne dit rien. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous responsables d'interpeller notre République face à ces enfants victimes. Arrêtons de se poser des problèmes de qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit. Posons-nous le problème de dire dès 5 ans, des enfants sont victimes d'endoctrinement. Est-ce qu'on peut laisser faire ça impunément? Est-ce qu'aujourd'hui, notre appareil législatif nous permet de lutter contre des choses qu'on connaît très bien? Et je crois que notre mobilisation, elle doit être là. Elle doit être se dire comment l'école seule. Alors effectivement, il y a la formation des profs. Beaucoup de choses seraient à dire sur la formation des profs. Et moi, j'appelle, de là où je suis aujourd'hui et de la chance que vous me donnez de m'exprimer, oui, il faut que notre institution ait un discours clair. Mais faut-il encore que ceux qui sont censés l'appliquer, tout à l'heure vous avez entendu une de mes collègues, il faut qu'on ait un vrai état des lieux de ce qu'est la formation aujourd'hui des enseignants sur ces problématiques. Un nouveau rapport Aubin, et si on osait. Et puis, je crois qu'aussi, dans certains territoires, dits territoires perdus de la République, il faudrait que nous ayons des diagnostics pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre que si l'aide aux devoirs ou la crèche est liée à un mouvement religieux, nous puissions construire une offre territoriale de laïcité, mettre les moyens.
un politique doit faire des choix. Je suis élu d'une petite commune de 500 habitants. On doit faire des choix. Et je crois que les choix, c'est de dire qu'à un moment, quand des territoires ont perdu de la laïcité, nous devons en reconstruire. On doit réintroduire. Alors il faut être bref, je conclurai une chose. L'école ne pourra rien seule. Nous devons faire une grande mobilisation. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que je crois que si nous sommes là, c'est que nous croyons en la jeunesse, nous croyons en nos profs, nous croyons en notre institution, nous croyons en notre République. Mais pour tout, nous devons faire en sorte que, à l'intérieur de l'école, mais aussi dans l'environnement, l'enfant devienne un citoyen de demain, un citoyen éclairé et un citoyen qui puisse dire « Je suis aussi Charlie ». Merci. Merci Bernard Ravet. On m'a conseillé de ne pas vous poser de questions parce que nous avons du temps à rattraper. Et pourtant, je vais enfreindre cet ordre et vous en poser une parce que j'ai lu votre livre et il y a quelque chose dedans qui m'a beaucoup frappé. Je sais qu'il y a dans cette salle, parce que j'en connais un certain nombre, beaucoup d'enseignants. Votre témoignage m'a importé sur un point. Vous avez été victime d'une véritable tentative de meurtre dans votre bureau. Un parpaing a volé à travers une fenêtre. Et ce que vous révélez sur le lâchage par votre administration est extrêmement révélateur. Beaucoup d'autres enseignants dans cette salle peuvent témoigner qu'eux aussi ont été victimes de violences et qu'ils ont été très peu soutenus par leur direction, par leur hiérarchie. Votre témoignage à ce sujet? Mon témoignage, j'irai... L'agression dont j'ai été victime a été pour moi un grand traumatisme. Le jour où au moment où ça s'est passé, dans les minutes qui ont suivi, quand les services de police m'ont dit « Mais non, c'est pas anodin, c'est une tentative d'homicide », ils ont mis des mots. Et le principal, dans ce livre, je doute, le principal a craqué. Et j'en parle pas beaucoup dans le livre, je l'évoque. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans certaines situations dans la limite de l'exercice du système républicain. Et plus grave que l'agression du principal, c'est l'agression des profs qui viennent en jupe, qui ne peuvent pas traverser le quartier, et que je suis obligé de faire raccompagner par la BAC pendant 6 semaines. Mais où suis-je ? Dans quel système je suis? Comment mes valeurs républicaines sont confrontées? Voilà, donc je crois que l'important, et pourtant ces profs, beaucoup n'ont pas choisi de venir dans ce type d'établissement. Et pourtant, ils et elles, parce que c'est essentiellement des femmes, c'est comme ça, plateau sur le féminisme tout à l'heure, font un travail fantastique sans y être préparés. Et je dis parfois, parce qu'il faut être aussi un peu positif, c'est peut-être elles, les hussardes de la République. Merci. Frédérique Calandra, donc vous êtes la maire du 20e arrondissement de Paris. Votre témoignage sur ce sujet, être toujours Charlie dans les services publics. Bah écoutez, être toujours Charlie dans les services publics, c'est veiller par exemple à ce qu'il n'y ait pas de liste à l'entrée des cantines des écoles. Je suis présidente de la Caisse des écoles du 20e arrondissement, autre que les listes des protocoles médicaux. Or, ce n'est pas toujours ce que j'ai observé dans un certain nombre d'écoles. Il faut savoir que les parents d'élèves, comme ça a été décrit, certains parents d'élèves font peser de façon parfois extrêmement agressive, voire violente, voire dans la menace des pressions terrible sur les chefs d'établissement scolaire et les enseignants. Mais moi, j'ai rassemblé toutes mes dames de cantine, essentiellement ce sont des dames, et je leur ai dit que je leur demandais d'appliquer les règles de la République à l'école, et notamment dans les assiettes, parce que je rappelle que le repas en France
a une valeur symbolique forte. C'est un endroit où nous apprenons à être ensemble, à vivre ensemble, à partager, à manger les mêmes choses et à parler des mêmes choses ensemble. Je dis ça parce que parfois j'ai des dames de cantine de façon totalement, d'ailleurs, je vous recommande de regarder le documentaire sur la remarquable Madame Ibn Ziaten à cet égard, qui a été elle-même une de ces dames de cantine, et écoutez ce qu'elle raconte. Ces dames parfois sont totalement sincères dans leur démarche et elles me disent je fais comme avec mes enfants à la maison. Bien non, l'école de la République c'est justement pas comme à la maison. Et être Charlie dans les services publics, c'est par exemple avoir la chance, je salue Anne Hidalgo, c'est la chance d'avoir Emmanuel Grégoire comme élu aux ressources humaines et qui fait travailler une charte de la laïcité dans la ville de Paris, dans les services, parce que nous avons observé des reculs dans certains ateliers de la ville de Paris, des menaces, des comportements qui n'étaient pas très Charlie, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'ai été confrontée à des agents de la propreté qui, ostensiblement, gardaient les mains dans les poches, ne me saluaient pas, avaient du mal à respecter, si vous voulez, non seulement l'élu, mais la femme que j'étais, etc. C'est ça, être Charlie. Être Charlie, c'est aussi ce que j'ai fait, prêter ces salles à la mairie pour accueillir le principal d'un collège qui veut organiser un débat avec les chefs d'établissement de son REP+, sur la question justement de la laïcité, de la façon dont ça va se traiter dans les établissements de Belleville. Et c'est défendre ce principal quand des syndicalistes enseignants prévenus, je ne sais par quel réseau et par quel biais, surgissent de façon violente dans cette salle et jettent en l'air des tracts en hurlant au nom de l'intersectionnalité des luttes, car il faut comprendre ça. Alors être Charlie, oui, c'est défendre ces gens-là. Être Charlie, quand on est élu, c'est ne pas avoir peur de dire non. Moi, j'ai dit non à une exposition qui devait se tenir dans un des centres d'animation du 20e arrondissement, centre d'animation qui voulait exposer l'œuvre d'une photographe sur comment joliment porter le voile. Pardonnez-moi, en ce qui me concerne, et contrairement à Madame Diallo et à d'autres, le voile n'est pas un signe de féminité, le voile est un signe d'oppression patriarcale, qui dit, voilà, et qui dit aux femmes, couvrez-vous, parce que vous êtes tentatrices, et vous êtes impures si vous n'êtes pas couvertes. Alors vous allez me dire, il y a une contradiction, parce que Madame Ziaten, elle porte un foulard. Eh bien, je vais vous dire, Madame Ziaten porte un foulard, et elle ne me dérange pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette femme est beaucoup plus républicaine que beaucoup des gens qui lui donnent des leçons, de comportement. Je vais vous dire pourquoi. Elle explique, elle, clairement, dans ce fameux documentaire, elle dit, mais moi, chaque fois que j'ai dû aller travailler et retirer le voile, je l'ai fait sans aucun problème. Ça ne m'a posé aucun problème. Et je vais vous expliquer que être élu de la République, bien sûr que c'est compliqué, que c'est difficile. Parce que ce que nous voulons, c'est inclure les gens et pas les exclure. Et notre combat, et le combat des enseignants, c'est de faire venir aux valeurs de la République un maximum de gens. Et c'est pour ça que parfois, je vois Alain Sexig dans la salle, parfois c'est compliqué, parce que les enseignants doivent entrer en discussion avec les parents d'élèves. Mais comme l'a dit aussi Madame Gatem, c'est par cet échange républicain que nous arrivons à convaincre, à expliquer. Moi, et j'en terminerai par là, je suis la maire d'un arrondissement de 200 000 habitants qui accueille depuis des siècles, depuis des générations, des réfugiés politiques, des victimes de pogroms, des victimes de discrimination raciale, des victimes de la torture. Par exemple, nous avons accueilli avec Anne Hidalgo des centaines de réfugiés syriens. Et l'une des premières choses que nous leur disons, c'est bienvenue chez nous, bienvenue dans la République française, où les femmes sont les égales des hommes, où chacun est libre de croire et de ne pas croire. Chacun est libre de croire son Dieu, de pratiquer sa religion, mais aussi chacun est libre de ne pas croire. Et personne n'a par contre le droit d'imposer ce qu'il croit aux autres. C'est ça être Charlie quand on est élu, et cessez d'avoir peur, surtout battez-vous. Voilà ce que je voulais dire. Merci Frédéric Calandra. Merci Frédéric Calandra. Je crois qu'effectivement, une chose que nous pouvons faire, c'est soutenir nos élus quand ils ont le courage d'assumer les positions de la laïcité, parce que ce n'est pas absolument universel. Je passe maintenant la parole à Gilles Clavreul, qui est donc, je le disais, l'ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie.
Merci, je sais bien qu'il faut faire vite. Je voudrais quand même dire qu'en vous voyant aussi nombreux, j'ai une pensée pour tous ceux qui, il n'y a pas si longtemps, prédisaient au printemps républicain qu'ils ne passeraient pas l'hiver, mais vous apportez une magnifique réponse, et je vous en remercie. Je rapporte un témoignage qui va tout à fait dans la ligne de ce qu'on vient d'entendre. Moi, j'ai été nommé délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme 3 semaines avant les attentats des 7, 8 et 9 janvier. Et au fond, ce qui est, je pense, ce qui a été le plus terrible dans les manifestations post-Charlie, les manifestations d'hostilité, c'est pas tellement qu'elles aient eu lieu, encore elles ont eu lieu en très grand nombre. Moi, je crois que vous vous souvenez qu'on avait dit qu'il y avait au niveau national quelque chose comme 180 incidents répertoriés dans les établissements scolaires. Il se trouve qu'au même moment, j'avais un certain nombre de collègues préfets au téléphone, chacun me disant la même chose, la même phrase à quelques minutes d'intervalle. Ça doit être, ils ont dû confondre les stats nationales avec celles de mon propre département, parce que moi j'ai quelque chose comme 200 faits, 200 incidents signalés. Et au total, au niveau national, il y a eu, après Charlie, 550 procédures pénales pour des mouvements de contestation qui, le plus souvent, s'apparentaient à de l'apologie du terrorisme. Et dans cette affaire-là, les services publics sont en première ligne. Je pense qu'il y a 2 lieux où aujourd'hui la question de toujours Charlie se pose. C'est la sphère intellectuelle, on en parlera tout à l'heure, et les médias, où se joue un débat intellectuel sur ce que c'est que le vivre ensemble, ce que c'est que vivre dans une république avec un certain nombre d'institutions, un certain nombre de règles. Et puis il y a les services publics. Et moi j'en ai eu de multiples témoignages de la part de ces agents de l'État et des services publics au sens large, c'est-à-dire y compris les agents des CAF, de la sécurité sociale, ou même, je peux étendre ça aux responsables d'associations, dont le principal trouble naissait non pas du fait qu'ils étaient confrontés à des incidents, parce que tous les jours ils étaient confrontés à des protestations, des contestations, des provocations aussi. Non, ce qui les plonge dans des abîmes, c'est le déni. C'est le déni et c'est l'absence de reprise par là où il devrait y avoir une parole institutionnelle, la hiérarchie, les responsables politiques, les médias, il devrait y avoir quelque chose qui rende compte de ce qu'ils vivent au quotidien. Et cette parole n'arrive jamais. Pire que ça, il peut y avoir pour celui ou celle qui à un moment donné lève le doigt et dit « moi j'ai une difficulté », des réactions du genre « non mais tu ne sais pas vraiment gérer ton service ou tu ne sais pas gérer tes élèves, tu ne sais pas gérer tes agents », voire « mais qu'est-ce que tu viens nous embêter avec tes histoires de laïcité, de racisme, de sexisme, d'antisémitisme, est-ce que tu ne serais pas un petit peu islamophobe par hasard ?» Et c'est ce retournement qu'on vit, que certains vivent au quotidien, et qui est parfois même repris dans les médias, et qui s'effectue avec combien de violence sur les réseaux sociaux, et on le voit assez fréquemment, qui est le plus une source de souffrance et de désarroi. En somme, ce qui m'a beaucoup frappé, moi, dans les jours qui ont suivi Charlie, c'est que ce moment d'unité nationale formidable que nous avions vécu, beaucoup ne le vivaient pas dans leur quotidien professionnel, et en particulier ces agents de l'État confrontés à un certain nombre de difficultés. Et ce n'est pas étonnant, parce que le problème, ce n'était pas tellement ce qu'on appelle, à mon avis très faussement, l'ensauvagement des jeunes, parce que ce n'est pas vrai que c'est de l'ensauvagement. S'il y a eu 550 mouvements au plan national de contestation qui ont donné lieu à des procédures pénales, et on ne va quand même pas au tribunal pour un rien dans notre pays, mais c'est que les esprits étaient préparés à contester Charlie et à dire que finalement, s'ils ont été tués, c'est qu'ils l'avaient bien cherché. Il y avait des années et des années de travail de sape idéologique sur le terrain pour en arriver là. Ce n'est pas venu par hasard, ce n'est pas un monôme, ce n'est pas une réaction spontanée, ce n'est pas vrai ça. Et donc, le fait que pour les fonctionnaires, comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres gens sur le terrain, on ne puisse pas dire cette réalité-là, c'est ça qui cause le plus de problèmes. 8 jours après les attentats, il y a eu tout un cycle de réunions qui se sont tenues dans les ministères, j'en ai fait quelques-unes. Je me rappelle d'une particulièrement, et je terminerai là-dessus, c'était au ministère de la Ville. On avait réuni tous les responsables des associations des quartiers populaires. Et c'est intéressant parce que dans le même temps, il y avait un discours qui disait surtout ne faisons pas d'amalgame, ça n'a rien à voir avec la réalité des quartiers populaires, ne stigmatisons pas. Mais d'un autre côté, évidemment qu'on s'est penché sur les quartiers populaires, d'où venaient les terroristes, et on avait raison de le faire. Et là, il y avait un responsable d'association
qui, reprenant toute l'histoire des associations qu'on n'avait pas écoutées, qu'on n'avait pas suffisamment financées, qu'on n'avait pas suffisamment épaulées, finit par dire « Pour moi, ce drame de Charlie, c'est terrible parce qu'il n'y a pas eu 17 morts, il y a eu 20 morts. » Alors il y a eu une espèce de silence comme ça qui s'est fait dans la salle. Et puis il a repris « Oui, il y a eu 20 morts parce que pour moi, les trois, Koulibaly, Kouachi et les frères Kouachi, c'était aussi des victimes. » Eh ben, il a fallu qu'on secoue un peu avec Myriam El Khomri l'assistance pour dire ça, vous ne pouvez pas le dire. Mais je vous rassure, ce monsieur va très bien, il est aujourd'hui conseiller régional Île-de-France. Merci. Merci. Merci Gilles Clavreul. Tu préfères être debout? Ouais, debout. Merci Gilles Clavreul, merci Frédéric Calandra et merci Bernard Ravet.